pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 24. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique. Mais cette semaine, on va parler cinoche, cinéma, avec un grand cruise, puisqu'on a préparé une spéciale Tom Cruise. Depuis sa base secrète à LA, Benjamin François alias Quicks. Ah, j'entends déjà les moteurs qui grondent, n'est-ce pas Benjamin ? Et oui, je mets mon masque et je sors dans ma super voiture avec des ailes. C'est moi, salut les auditeurs, salut Daniel. Tu vas bien ? Écoute, ça va pas mal. Alors j'ai dû un petit peu tracer ce matin car je m'étais planté sur l'horaire. Donc comme tu le sais très bien puisque tu m'as attendu 45 minutes. Mais voilà, ça y est, je suis arrivé, je suis prêt. Je suis paré. Et l'autre personne qui rigole, sauf si on le coupe au montage, bien évidemment, parce qu'on peut faire toute l'émission comme s'il n'existait pas. En fait, on peut le laisser parler et entièrement le couper au montage aussi. on lui fait croire qu'il enregistre After Eight avec nous. C'est papa, puisqu'on pouvait pas faire plugin papa, puisqu'on pouvait pas faire une émission entière sur Tom Cruise sans l'inviter. Bonjour Monsieur Stéphane Boulet, comment vas-tu ? Eh ben bonjour Daniel, bonjour Benjamin. Moi ça va très bien, Je suis dans le repère alsacien de l'équipe, vu que c'est les vacances et que du coup j'en profite pour bouger un petit peu. Ouais, attends, c'est les vacances ? C'est déjà les vacances ? Oui. Oh là 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 là. Mais oui, comment ça déjà ? Attends, t'es pas au courant qu'il est prof depuis Si, mais j'avais omis le fait qu'il y avait déjà des vacances. T'as bien entendu scolaires. 6 mois de vacances dans l'année, t'as entendu ? C'est le excuse-moi, c'est le Tom Béranger de la Savoie. 6 mois de vacances dans l'année et puis on le sait bien, hein, le temps pour les corrections, tout ça c'est du chiquet. Ah mais c'est pas du travail, ça c'est pour le plaisir. Voilà. Bon alors, les amis, on a un programme chargé. Ouais, c'était un petit peu la folie question news cette semaine. Ouais, donc, d'habitude on raconte un peu notre life et tout ça, mais Osef, il y a eu la Switch, il y a eu le trailer de Logan, il y a eu Red Dead Redemption 2. Rien que ça va nous prendre un peu de temps déjà. Je propose de commencer par Logan. Je propose de commencer par Logan. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu l'as vu le trailer de Logan, n'est-ce pas, papa ? Bah bien sûr que je l'ai vu, bien sûr. Et alors, est-ce que tu as hypé un petit peu ? Comment dire, on voit clairement qu'il orne du côté de Old Man Logan, le comics que d'ailleurs pour l'anecdote j'ai lu chez Quicks quand j'étais chez lui. Jusqu'au titre hein, d'ailleurs, ils ont. Oui, jusqu'au titre. Après, j'ai trouvé le trailer un peu chiche, un peu tout, même en post-apo. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça va donner, quoi. Alors, en fait, moi j'ai l'impression. Vas-y. Bah j'y vais. Alors, j'ai l'impression que c'est basé sur la cover du comics Old Man Logan parce que ça a l'air d'avoir rien à voir avec l'histoire de Old Man Logan. Mais bon, ça on a l'habitude avec les films X-Men. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient un peu malhonnêtes parce qu'utiliser Hurt, la reprise de Johnny Cash, c'était un petit peu, voilà, c'est jouer sur une corde sensible, tu vois, c'est un petit peu, c'est la facilité. Bah écoute, moi je suis beaucoup plus perplexe. D'abord, encore plus perplexe que vous, parce que d'abord les auteurs du script, bah parmi eux il y a un auteur de Heroes et de Sex and the City, tu vois. Je connais mieux pour me hyper, tu vois, en termes d'histoire. Putain, surtout. Et puis en plus, oui, tu as raison. En fait, déjà je suis pas fan de Old Man Logan, mais en plus le setup de base est très différent puisqu'en fait ça ressemble plus à Intouchable avec Omar Sy en fait, puisque si tu regardes, il y a Logan qui s'occupe d'un handicapé. Ouais. Putain, c'est tellement ça en fait. Mais ouais, c'est genre, je sens qu'il va avoir des bons sentiments. On voit clairement que Xavier va mourir. Mais moi, tu sais, à un moment, pendant le trailer, j'avais limite la théorie que Xavier était vraiment mort et que Logan, qu'il était dans la tête de Logan. Il travaillait son fantôme, ouais. Qui le hallucinait. Ouais, c'est aussi ce que j'ai pensé, ouais. Mais il y a un moment, il y a un trailer un peu plus long où tu vois Xavier qui interagit avec un autre personnage, alors bah, peut-être pas en fait. Oui, puis ça arrive jamais, ce genre de truc. Hein. Mais Xavier dans la tête. Mais Xavier dans la tête de Logan aurait tellement de sens par rapport aux comics, donc du coup évidemment ils font pas ça parce que c'est comme d'habitude. Ouais, en fait, faut expliquer que dans Old Man Logan, en fait, c'est un Wolverine déprimé parce qu'il a assassiné tous les X-Men. Oh le spoiler. Oh le spoiler. Non, mais c'est ça dans le comics, quoi. Oui, ouais, mais tu l'apprends qu'à la moitié. Tu l'apprends, ouais, à la moitié du comics quand même. Ouais, mi-chemin, mais bon. C'est tout le enfin, je veux dire, c'est un comics vieux de 15 ans, enfin. Ah bah, c'est quand même un gros spoiler, mine de rien. Bon, et il y a, enfin,
c'est pas extraordinairement beau comics, mais ça peut faire. Enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de faire un truc entre Unforgiven et Honky Tonk Man, de Clint Eastwood, ce qui serait un point très positif. Ouais, pour du Oui, Millard, mais ça va pas ressembler à du Clint Eastwood. Évidemment, toutes nos aspirations sont tellement plus. tu vises un peu haut. Ouais. Pour du Millard, c'est pas un trop mauvais comics non plus, Old Man Logan. Disons que ça se laisse lire. Moi, j'ai pas trouvé mal. Ça veut trop faire le Excuse-moi. Ça veut trop faire le mariole par rapport à. Bah, moi surtout, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de digressions en fait. Voilà. Dans Old Man Logan. Ça c'est vrai. Et j'ai bien aimé la série Old Man Logan de Secret Wars. D'ailleurs, on a toujours dans les cartons un spécial Secret Wars. Un de ces jours, faudrait qu'on le fasse. Exactement. On passe à. Bah vas-y, on peut passer. On passe à Red Dead Redemption 2. Ouais, bah ouais. Bah oui. Je pense que notre avis va durer autant que le trailer, c'est-à-dire 1 minute. Y a pas de version PC annoncée, quelle bande d'enfoirés. Je crois que le trailer dure 30 secondes, donc mon avis après l'avoir vu c'était LOL, parce qu'on voit rien. Enfin voilà, on voit des cinématiques et des paysages et 3 fois rien, donc bon. Et il y a une fille cowboy quand même. Ouais, mais il y en avait déjà une dans le 1, ça veut rien dire. Hein, donc il y avait déjà Bonnie dans le 1, donc. Ouais, c'est une note d'attention, c'est juste pour dire le projet existe, on n'a pas trop de doutes, mais voilà, il arrive quoi. Bon, après, donc voilà, je suis hypé, mais est-ce que ça me fera acheter une PS4 ? Bon, peut-être, mais j'avoue, peut-être. Si jamais. Moi j'ai déjà commis l'erreur d'en avoir une, donc comme ça c'est fait quoi. Ouais, pour moi, je suis à 2 doigts d'acheter une nouvelle PS4, une PS4 Pro, parce que la mienne est en train de rendre l'âme. Ah bah merde. Oui. C'est du bon matos, dis donc. Mais attends, moi je suis un gros utilisateur. Je suis en train de jouer à Persona, il y a FF15 qui arrive derrière. Je joue beaucoup sur PS4. Ouais, il y a tous les jeux japonais avec des collégiennes auxquels ils jouent pour travailler, tu sais. Connard. Je suis désolé, mais ça s'est vu ta vidéo sur Summer Lesson, ça s'est vu. Il y a le test qui arrive bientôt sur Gamecube. Mon dieu. Je me suis tapé le test dans le train. Puisque je reviens. Est-ce que tu tapais que le test ? Je me suis tapé. Connard. Est-ce que le jeu a la Select Special Glare ? Ah, ça, il est glaireux. Mais je crois que je lui ai mis 3 ou 4, je sais plus combien. 3. C'est pas mal payé. Et c'est pas mal payé. Et oui, j'ai tapé le test dans le train. Je revenais de Cannes où j'ai été au MIP et j'ai pu accomplir un de mes rêves, mais complètement par surprise. J'ai rencontré Hideaki Anno, dont on faisait la reco la semaine dernière de Godzilla. Ben oui. Le réalisateur de Shin Godzilla. J'ai beaucoup parlé de Shin Godzilla et puis bon, lui, visiblement, il en avait rien à battre. Il était en plein jet lag, mais il m'a glissé qu'il était en train de préparer le nouvel Evangelion. Merci de l'info. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, ça c'était pour le côté, on fait des conventions. Ah non, en fait, Shin Godzilla, c'était son bol d'air pour le sortir d'Evangelion un peu dans sa vie, quoi, parce qu'il fait que ça, sinon. Je pense, ouais. Et puis, bah, parlons un peu de la Switch, quand même. Ah bah oui, alors, moi, la Switch, je suis curieux. En fait, je suis vachement partagé. C'est la machine qui me ferait presque envie, mais j'ai l'impression qu'elle va bider comme jamais, et donc que c'est une mauvaise idée. Ah, je pense que ça bidera pas. Ouais. J'espère que ça bide. Moi, j'espère très sincèrement que ça bidera pas, parce que j'aime bien l'idée qu'il y ait un autre grand face à Sony, quoi. Ah, je suis d'accord avec ça, mais en fait, moi, je vais te dire pourquoi j'ai peur que ça bide. Pourquoi j'ai peur que ça bide, c'est parce que j'ai l'impression que la machine s'adresse à un public hyper niche. Les gens que tu vois dans le trailer, c'est juste des jeunes actifs, des trentenaires, des gens qui ont un appartement à Brooklyn. Non, c'est des jeunes Canadiens. Tout a été tourné à Vancouver. Ouais, bon, si tu veux, mais on dirait c'est tous une bande de hipsters qui font des barbecues sur les toits. Et clairement, le message c'est ouais, dans ta vie de jeune actif, t'as pas forcément beaucoup de temps de jouer aux jeux vidéo. Bah du coup, le jeu vidéo s'y adapte et te permettent de les emmener partout. Mais t'as pas d'enfants, ça s'adresse pas aux kids. Rien que les petites manettes détachables et le fait que ça soit une tablette qui a l'air quand même un petit peu fine. C'est pas, enfin, tu dis les enfants vont la défoncer ou vont perdre les manettes. Ça s'adresse pas vraiment à un public familial, même si tu peux jouer à plusieurs. Mais tu vois, tout le trailer est fait pour montrer que c'est pour des CSP+. Alors pourquoi pas, mais il y a pas d'enfants dans le trailer. Non, il y a 0 enfant. Alors bon, ça me dérange pas, moi, je suis pas un enfant, mais est-ce que ça va vraiment trouver son public ? Je sais pas. Faut dire, mais le trailer qu'ils ont monté, ça vend vraiment pas du rêve parce que, enfin. Effectivement, la communication, tu sais pas vraiment à qui ça s'adresse et il reste tellement de questions sur le truc. Moi, quand j'ai vu la taille des boutons et des manettes, mais j'ai cru que c'était une blague, sérieusement quoi. Comment tu peux faire un trailer comme ça avec que des trentenaires, avec des boutons qui font qui sont aussi minuscules, enfin, ça a l'air super bizarre quoi. Puis, je te dirais, l'argument c'est pour jouer à 2 en split screen sur une seule machine en fait. Et j'ai trouvé que c'était intelligent.
Pour le coup, Mais le après, genre ouais. split screen, ça manque. C'est vraiment un truc. Mais après, tu vois, jouer à deux en split screen sur un écran aussi petit avec des manettes pour te péter les doigts. Ah, je suis Au bout d'un d'accord. moment, c'est le truc. Moi, je joue pas. C'est aussi simple que ça, tu vois. Moi, j'ai un petit problème, moi, un souci, c'est que je connais Nintendo, j'ai acheté toutes leurs consoles, j'ai une Wii U, j'ai une Wii. Vraiment, je suis un fidèle de Nintendo parce que... J'ai fait la même erreur, hein, t'inquiète pas. Non, mais parce que c'est le genre de jeu qui me parle quand même. Ils ont toujours des hits, ils savent sortir des trucs incroyables en l'annonçant à peine 2 mois avant. Mais là, par contre, il n'y a pas de nouveau concept. C'est-à-dire, ils nous vendent un concept d'utilisation, c'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser dehors, vous pouvez l'utiliser dans l'avion. Ouais, puis, non, en plus, Il n'y a pas de nouvelles idées en termes d'approche de jeux vidéo. Puis le côté, vous pouvez le transporter. Enfin, je veux dire, déjà la Wii U, personne n'en a voulu, alors que l'idée c'était de pouvoir jouer dans ton lit, etc. Et voilà. Aujourd'hui, c'est une partie de la même promesse. La Wii U, par exemple, il il y avait une promesse il y avait 3 mètres de distance possible entre la tablette et la console. Et je sais aussi que Nintendo, pour les avoir tout dessus, ça reste quand même des jouets dans la main. Je sais pas si vous avez tenu des tablettes. C'est toujours, on dirait toujours une tablette. D'ailleurs, ma Ouais. tablette, moi, Nintendo, elle est pétée. J'ai des boutons qui marchent plus dessus. Non, mais c'est la Wii U. c'est du VTech limite, quoi, le niveau qualité. C'est- la tablette de la Wii U. Et du coup, j'ai quand même quelques peurs quand je vois un truc avec des trucs qui se clippent, une manette qui doit soutenir le poids de la console Puis entre tes mains, La tablette, avec une on dirait tablette qui est grosse comme Game Gear. Ouais, c'est ça. Et la tablette, on dirait un iPhone 6 Plus au niveau finition. Enfin, le design a l'air vraiment chiadé. Et je me dis, est-ce que Nintendo sait faire ça? Est-ce qu'ils ont compris que le plastic plays cool à un moment, ça n'attirera pas un certain public? Je sais pas. J'ai beaucoup d'interrogations sur la Switch. Je vois quand même d'un aspect positif si tout d'un coup ils arrêtent de faire des portables et de faire qu'un seul marché de consoles. J'aimerais que ça soit ça parce que pour eux ça leur donnerait une force de développement bien supérieure. Leur développement bicéphale entre 3DS et Wii et ensuite Wii U, ça leur a porté poisse puisqu'à la fin ils se sont mis à sortir les jeux 3DS sont sortis sur Wii U, enfin ça devenait n'importe quoi. Maintenant ils sortent Super Mario Maker sur 3DS. Ah merde. le système. Sérieux? De J'avais quoi raté cette annonce. Tiens, je vais le prendre. Ouais, il sortira. Mais enfin, il y a pas ils en parlent plus pour l'instant. Ah d'accord. Parce que moi j'ai pas de Wii U en fait. La Wii U, j'y joue chez des amis qui eux ont une Wii U avec 4 manettes, donc évidemment et un écran géant. Ah, mais Donc, c'est c'est un peu bientôt plus ton pratique. anniversaire, il est temps de te faire un joli cadeau. Ah non, mon anniversaire c'est dans 9 mois là. Je pense que Alors, les cadeaux, c'est censé faire plaisir. Hein. tu l'as un peu loupé. Non, mais par contre pour Noël, j'ai la NES Mini qui arrive déjà, donc tu vois. Et écoute, bon je pense qu'on a fait le tour de la Switch, si je puis dire. Bah disons De toute façon, que oui, on sait pas beaucoup plus. Enfin, je veux Oui, dire, on va en c'est parler pas grand-chose, probablement, donc, on en a parlé c'est abondamment pas non dans plus, Gaijin Dash. je pense qu'on est tous potentiellement intéressés, mais vachement circonspects parce que il reste tellement de questions en suspens que voilà, c'est difficile à dire. Est-ce que je vous parle de la Comic-Con où il y avait un problème de fausse sceptique? Non? Oh bah, allez, tu parles vas-y. pas que de la programmation, c'est ça? À moins que tu n'aies que ça à dire. Tu sais que tu fais les conventions à New York ou au Tokyo Game Show et puis t'arrives en France et puis tout d'un coup il y a un problème de fausse sceptique et ça sent vraiment le caca dans toute la convention. Sérieusement, c'est- c'est ce qui s'est passé? Bah dans une bonne partie de la convention, ouais, et il y a des mecs qui passaient avec des sprays pour essayer de cacher l'odeur. Et j'y allais déjà en reculons et là putain j'avais envie de me casser très très vite. Et j'ai mis montre en main, j'ai mis 7 minutes ou peut-être 7 minutes pour trouver la porte de sortie quoi. Tu te rends compte un endroit où tu trouves pas la porte de... Genre t'imagines il y a une panique là-dedans, non très très mauvais endroit. Imagine que la fausse sceptique déborde, panique. Eh, ils sont pas dans la merde. Ah là là. Et toi alors on t'a pas demandé ton actu papa, mais je crois que tu es allé voir un film ce matin Et oui, je suis en allé rapport voir avec notre sujet. exactement un film, et je crois, selon les rumeurs, que je ne suis pas le seul à être allé le voir, puisque c'est Jack Reacher, Never Go Back. Oui, c'est Mais exactement ça. Un sous-titre bien quoi choisi que- parce que aucun d'entre nous n'a envie d'y retourner le revoir. Alors, C'est un peu ça, ouais. j'en déduis qu'il n'est pas dans votre recommandation. Non, c'est Non, pas la non. recommandation de cet épisode, non. Mais je pense qu'on va en parler un peu plus en détail. Ouais, je pense dans aussi. notre dossier Top Cruise. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes? On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Et comment tu comptes? Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc.
Les 2 derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. Tom Cruise, peut-être la plus grande star du cinéma, peut-être pas le meilleur acteur du monde, mais en tout cas, clairement, c'est une des plus grandes stars de cinéma. À chaque film, c'est un événement. À chaque fois, on en débat, et on s'est dit, on va en débattre dans After Eight, puisqu'on est tous allés voir Jack Reacher. Alors, on va commencer par parler de Jack Reacher, mais après, on va parler de sa filmo tout entière. Mais d'abord, qui veut commencer? Qui veut se lancer sur Jack Reacher? Never Go Back. Je veux bien me lancer. Déjà, à la base, j'ignorais complètement jusqu'à il y a une semaine que Jack Reacher, c'était une série de bouquins. Et ce qui est fou, c'est qu'il y en a une vingtaine, et je l'ignorais complètement. Ouais. Donc, on peut tenir au moins jusqu'aux 70 ans de Tom Cruise. c'est ça. Et ouais, ils peuvent en faire plein. Et alors là, celui-là, c'est genre le 7ème de la série ou un truc comme ça. Enfin bref. Le premier Jack Reacher, j'y étais allé sans savoir du tout à quoi m'attendre, donc je savais évidemment pas que c'était des bouquins. On était ensemble. Oui, on était ensemble, on était allé le voir. T'étais à Los Angeles. Et c'était une bonne surprise. Et tu m'as sorti. Super surprise, ouais. Et tu m'as dit, oh là là, la fille, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ah bah Rosamund Pike. Rosamund Pike, ouais, ah là là, ce jour-là, je suis tombé amoureux de Rosamund Pike. Et c'est vrai que c'était une bonne surprise parce que voilà, moi je m'attendais à rien et le perso a un côté voilà rugueux, expéditif, mais parfois un peu problématique. Mais tu vois, c'est jamais un facho comme le héros de Tekken. Ouais, puis t'as beaucoup d'ironie aussi dans il y a de dans la mise en scène et tout. Enfin, c'est. Il y a vraiment une mise en scène très efficace. Ouais. Le script était sans fioriture, il n'était pas inutilement complexe, tu vois. Il y avait vraiment un truc, tu passais un bon moment. Ça se laissait regarder avec pas mal de plaisir coupable, mais c'était vraiment très agréable. Et donc du coup, je pense que tous les trois, on était vachement impatients de la suite. Moi, je me rappelle que Daniel était impatient du deuxième, moi aussi, quand j'ai commencé à voir Billboard. En plus, le trailer où il nous fait. Le téléphone va sonner dans 90 secondes. La scène d'intro qui est peut-être la meilleure scène du film. Hein. Ouais, exactement, je suis entièrement d'accord. La scène d'intro, c'est le trailer et c'est la meilleure scène du film. Parce que le reste, malheureusement, ça tombe dans tous les travers que n'avait pas le premier. Ça réutilise, je trouve, tous les poncifs du genre. C'est poussif, c'est paresseux et en prime, c'est mal filmé. Alors, ouais, mais ça, le problème, c'est que on passe de Macquarie à Zwick, Edward Zwick. Et tout de suite, c'est là où tu vois l'importance du réalisateur. Je pense qu'il l'a placé Zwick parce que c'est un peu son pote. Ouais, puis je pense que Zwick, il avait un son agenda. Ouais, c'est ça, ouais. La samouraï, ouais. Ouais, c'est non, mais toute sa filmo à Zwick parle pour contre lui. C'est que c'est un type, il pose sa caméra à un endroit, puis il attend que ça se finisse, et puis il passe à autre chose. Et Jack Reacher 2, c'est ça. Putain, quoi. Comme Joss Whedon. Ouais. Bon, je pense qu'on peut dire que de nous trois, c'est moi qui ai le moins aimé Jacques Atteigneur numéro 2. Donc je vais vous laisser prendre la suite et je terminerai avec ce que j'ai vraiment détesté en fait. Bah écoute, moi je veux pas dire que il est déjà beaucoup moins bon que le premier, on l'a dit. C'est filmé de façon complètement paresseuse, etc. Il y a peut-être 2-3 trucs que je vais sauver. Il y a certaines punchlines entre Tom Cruise et la nana qui joue dans celle de flûte. Cobie Smulders. Voilà, Cobie I Met Your Mother et les films Marvel en fait. Donc le duo qui forme, en fait, il y a 2-3 passages où il y a des moments un peu sympas. Entre eux, il y a certaines discussions qui sont assez rigolotes. Il y a des punchlines un peu à la Tekken du genre je vais te briser les bras, je vais te briser les pieds, je vais te briser le cou, la nuque. Et je vais prendre plaisir. et c'est ça. Et il le fait. Et voilà. Il y a une checklist en fait. C'est ça qui est génial. Cette checklist. Bras droit, check. Bras gauche, check. La jambe droite, jambe gauche, la nuque. Ah bah il y a plus rien. C'est bon. Je jeter dans le vide. Je pense que j'ai été agréablement surpris quand même par le méchant, pas par le boss qui est joué par Robert Knapper, qui désormais genre il va jouer que des méchants jusqu'à la fin. Que des méchants ou des pédophiles. Hein, c'est ça. Mais le mec qui joue le Hunter. Il est pas mal dans le sens où il fait très Sam Worthington, Jay Courtney, que tu adores tellement. Mais Jay Courtney, Hollywood l'adore. Mais il a l'air d'avoir de la persévérance. Je pense qu'il fera carrière, ce mec. Alors, contrairement à Sam Worthington, par contre. Moi, je sais pas trop pour l'acteur, mais moi j'ai trouvé que le personnage justement du méchant, c'était une caricature de compète, quoi. Parce que franchement, il y avait des moments où j'avais l'impression qu'il allait nous sortir une je suis très très méchant en regardant la caméra. Enfin, le mec, c'est quoi cette espèce de connard qui porte des gants en cuir 24/7, qui sort de sa Maserati kéké pour suivre Jack Reacher à 10 mètres, sachant que Jack Reacher, c'est le mec qui a des yeux dans le dos et qui repère hyper facilement quand on le suit. Enfin, tu vois, moi, c'est un des problèmes que j'ai avec le film, c'est que pour en faire un adversaire à la hauteur de God de Tom Cruise, ils sont tous les deux super omniscients. Ils savent tout de suite. Genre, le type, il est à la Nouvelle-Orléans avant Reacher qui prend l'avion pour y aller depuis DC.
pareil dans le même genre, il se téléporte entre DC Ouais, et Nouvelle-Orléans parce que Il y a des gros groupes- problèmes ouais. d'écriture. Ouais. Il y a des gros trous. voilà, l'écriture est abominable. Et alors Richard, il voit une photo, il sait instantanément retrouver la personne. Il entend le nom d'un mec, il retrouve sa femme qui se rend à l'église. Donc il n'était pas devant chez elle. Non, elle allait à l'église, mais il trouve la meuf. C'est hallucinant. Par contre, il trouve Ouais, pas des le mec raccourcis parce dans que tous ça les l'arrangeait sens, pas. Et alors, Ouais, il y a ouais. et je me suis dit à un moment, il y a un gros problème puisqu'il demande une photo du mec qui les recherche. Mais tu sens que le roman a été écrit à une époque où Internet n'existait pas. Parce qu'aujourd'hui, tu ferais Google Images et tu le trouves tout de suite, quoi. Et à l'inverse, il y a Kobe Smulders qui essaye de se connecter 10 fois sur son truc de l'armée alors qu'elle est en fuite et que c'est le Oui, meilleur moyen non, de se faire repérer. Non mais c'est clair, Mais non. j'ai pas compris non plus. On va se connecter sur l'intranet privé de l'armée qui va forcément être surveillé parce que je suis en fuite et j'essaye pendant genre 10 minutes, elle reste dans le truc quoi. Ouais, et elle essaye c'est- 5 fois de se loguer alors que 5 fois ça lui dit non t'es Keblo meuf, essaye pas. et dans le même genre, Richard lui il interdit à la gamine d'avoir un téléphone portable mais il laisse Kobe Smulders se connecter. Et alors la gamine, oh putain la gamine mais quel cauchemar. Et ça aussi c'était C'est encore pas du Shane vu Black, hein, revu. mon pote. Voilà. C'est du cliché quoi. Elle fait n'importe quoi, elle désobéit, elle se met en danger. Et justement, tu cites Shane Black. Moi dans ma critique, j'ai écrit la scène finale où le méchant tient la gamine. C'était déjà parodié dans Last Action Hero en 93. Mais bien Et sûr, si oui, vous vous c'est- souvenez, la scène d'intro de Last Ouais, Action tout à Hero, c'est exactement ça. Et je plaisante Ouais. même pas. Je vais vous C'est dire, fou, alors, quand même. on l'a bien cassé, mais en même temps, s'il y avait quelque chose à en reprendre, moi, en tant que grand fan de Tom Cruise, en tant que fan de l'objet Tom Cruise, je suis toujours fasciné par les rôles où il joue un supposé père. Là, il est supposé père. Ouais. Et j'adore ça parce qu'il sait pas jouer la vie de famille, en fait. Il est toujours Tom Cruise, il sait pas jouer un mec qui, il a une palette d'acting extraordinaire, mais il y a des choses qu'il ne peut pas jouer et père, il a pas l'air de savoir. Mais justement, mais en même temps, enfin ça pour le coup, dans le film, il en C'est joue parce que- justifié. Moi, il y a un truc que Ouais, c'est ça qui est génial. il y a un passage que j'ai adoré, c'est genre quand ils sont dans l'avion, la gamine lui dit qu'elle a peur et qu'elle se sent pas bien. Et le seul truc qu'il fait, c'est qu'il lui tend un sac à vomi et lui dit me gerbe pas dessus. Et ça, je trouve une telle image du père, je trouve ça formidable. Ça t'a fait vibrer. Ah bah ça m'a rappelé des choses. Mais c'est vrai que dans ce film-là, c'est justifié parce que la gamine, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, genre soi-disant, ce serait son père, alors que c'est évident que c'est pas son père. Alors d'ailleurs, quelqu'un a compris pourquoi est-ce que la mère a choisi le nom de Jack Reacher ou pas? Non, mais personne. Mais la gamine a dit que c'est elle qui l'a choisi, mais on sait pas d'où Genre, il sort. Quoi. comment? Et genre l'armée n'aurait pas les Internet. moyens de faire une vérification, tu vois. Je suis à peu près persuadé que l'armée, ils ont fait des analyses médicales, qu'ils ont de l'ADN de Reacher s'ils veulent, qu'ils peuvent faire tous les tests qu'ils veulent. Enfin, c'est à peu près, c'est un peu n'importe quoi. Alors, on notera qu'il y avait le plan Tom Cruise torse nu réglementaire, comme dans chaque film. Ah, mais là, il commence à devenir vraiment dégoûtant. Il a 50 ans, il a 50 il a ans, cinq- il Eh, approche des j'aimerais bien- 60. 54 ans. Ouais. 54. Moi, j'aimerais bien avoir son corps à 54 balais, mais faut avouer qu'il a quand même pas besoin de nous montrer son torse à chaque fois. C'est quand même Ah, là, c'est dommage. plus possible. Là, c'est top. Le suivant, c'est non. Parce qu'il le fait à tous les coups. Hein. Ah bah Et bien un sûr, truc- oui, c'est dans les petites cases à cocher, tu sais. Ah ouais, à tous les coups. Un autre truc qui m'a déçu aussi, c'est j'ai trouvé le perso de Kobe Smulders était pas inintéressant, mais que malheureusement elle était sous-exploitée et je trouve ça tellement dommage par rapport aux précédents Mission Impossible où Rebecca Ah bah Ferguson était Mais extraordinaire. sous-exploité, c'est le maître mot de ce film. Enfin, c'est comme On en revient à un problème récurrent de toute la filmo de Tom Cruise, c'est que c'est dur d'exister face à Tom Cruise en fait. Et Ça, c'est Eh, vrai. demande à Jean Reno, hein. Demande à Jean Reno. Lui qui a tellement de mal à s'imposer face à Tom Cruise. Tu sais, je crois qu'il a du mal à s'imposer face à Christian Clavier, alors le C'est pauvre vrai. Jean Reno. Mais Jean Reno, qu'est-ce qu'on lui a fait, Jean Bon, eh ben, écoutez, sa Donc, première en partie. gros, Ouais. Jack Reacher 2 n'y allez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais C'est regardez le vraiment premier si vous décevant. avez loupé le premier. Voilà. Ouais, revoyez le premier plutôt. Et Ah, vous juste savez- un dernier truc. Est-ce qu'on est d'accord Ah, que... ouais, vas-y. Ouais, juste un dernier truc. Il y a toute la moitié du film quasiment qui se déroule à la Nouvelle-Orléans. Et alors, j'y allais quand même vérifier s'ils ont vraiment tourné à la Nouvelle-Orléans. Et c'est le cas, parce que j'avais l'impression que c'était toutes les scènes Nouvelle-Orléans étaient tournées en studio, en fait. Et en fait, non, ils ont vraiment tourné à la Bah, Nouvelle-Orléans. le fait est qu'en fait, Ils ont les moyens quand même. t'as quasiment aucun plan large tout est filmé dans le noir et t'as quasiment aucun plan large pour donner une dimension de la ville. Donc effectivement, tu sais jamais si c'est vraiment là ou si c'est en studio, quoi. Enfin, c'est Swarzwick, il s'est pas filmé, quoi. C'est... Ouais, ouais. Ça, on n'a aucune idée où se passe le truc, Ouais. qui court dans la Zwick rue. ta mère, quoi. T'as cette espèce de scène de carnaval qui est déjà qui se fait défoncer par Spectre, qui était la meilleure scène du dernier James Bond, et qui se fait même défoncer par une scène de carnaval similaire. C'est dans Jamais Plus. Non, c'est dans Never Say Never Again qu'il y a une scène de carnaval pareil. Je sais plus. Il y a un autre James Bond, il y a une scène de carnaval similaire. Ah, mais Enfin, bref. je veux dire, si tu veux voir des C'était bonnes pas scènes bien. qui se passent Ah, à la Nouvelle-Orléans, tu regardes Banshee, voilà.
Oui, voilà, ouais. T'as un épisode de Banshee qui se passe à Nouvelle-Orléans, il éclate tout Jack Reacher 2, quoi. Enfin bref, voilà, Jack Reacher 2, c'était pas notre meilleur Tom Cruise. Et les mecs, ou plutôt chers auditeurs, on vous a prévu quelque chose pour la suite, puisqu'on a décidé de dire un peu tout notre amour et aussi notre désamour parfois pour Tom Cruise. Et donc on a choisi chacun un meilleur, un top et un worst movie. Et alors j'ai tiré au sort. Et le premier qui va commencer, c'est Papa, et il va nous parler. Et alors, c'est le système de ce qu'on appelle Peaks and Valley, c'est-à-dire les pointes, les sommets, et puis la vallée de l'oubli. Et Papa, c'est toi qui vas commencer. Tu vas nous dire quel est ton film Tom Cruise préféré. Eh ben, mon film Tom Cruise préféré, c'est tout simplement Collateral, signé par Michael Mann. Donc déjà, c'est l'époque où Michael Mann savait encore faire des très très bons trucs. Et c'est un film, c'est un film qui est vraiment magnétique. Enfin, Tom Cruise dedans, il fait le méchant. Alors c'est déjà une nouvelle en soi. Et donc il joue un tueur en gage qui enlève un chauffeur de taxi pour perpétrer ses contrats au cours d'une nuit dans Los Angeles. Et t'as le face-à-face entre Tom Cruise et Jamie Foxx. T'as surtout Los Angeles filmé de nuit par Michael Mann avec tout le talent qu'on lui connaît. Enfin, c'est merveilleusement filmé. Ouais, hein, ouais. Honnêtement, C'est pas juste le beau film sur LA. Ouais, et j'ai juste une petite réserve moi sur le dernier acte du film que je trouvais un peu poussif en termes de scénario, mais ça enlève rien à tout le reste et t'as des séquences monumentales, enfin en termes de mise en scène, en termes de rythme, enfin c'est vraiment, puis c'est intéressant parce que c'est aussi ce qui est marrant dans la carrière de Tom Cruise, c'est qu'il y a plusieurs moments où il a su aller chercher ou se plier à un réalisateur parce que c'était tel réalisateur, et là c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que c'est pas un produit de Tom Cruise, c'est avant tout un film de Michael Mann, et Tom Cruise est au service de ça, et la combinaison des deux fonctionne vraiment super bien, quoi. C'est ça qui est extraordinaire avec ce mec, c'est qu'il a toujours eu le bon, vraiment il a eu du flair, et tu sens que c'est un mec qui aime l'image et qui aime le cinéma. Et quelqu'un qui aurait pas le même sens que lui n'aurait pas fait la même carrière. Lui, il a senti qu'il fallait aller voir Brian De Palma au moment où il est au creux de la vague, vraiment, De Palma, pour faire Mission Impossible. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est lui qui a convaincu Kubrick de faire un film avec lui. Enfin, la filmo de. Oui, voilà. C'est tout ce que Will Smith n'a jamais réussi à faire. Tom Cruise l'a fait. Tu vois, parce que dans les années 90, Will Smith et Tom Cruise c'était un peu le yin et le yang de l'hyper box-office absolu. Et la différence qu'il y a eu, c'est que Tom Cruise a su, à un moment donné, se dire « Ok, je vais faire un film avec telle personne parce que il faut le faire », alors que Will Smith était parti sur « Ouais, ta gueule, je suis Will Smith, on fait les choses vraiment que pour moi, quoi ». Et lui a choisi vraiment, il s'est fait une filmo. Et on voit où est Will Smith aujourd'hui à cachetonner dans Spielberg, Cameron Crowe. J'allais dire la différence, c'est qu'il y en a un qui a fait des bons films, quoi. Tu regardes la filmo de Will Smith, c'est un champ de ruines, c'est une catastrophe. Et je pense que Will Smith, à un moment donné, parce que Tom Cruise, il a aussi eu ses pétages de plomb, etc. Mais il a toujours réussi assez régulièrement à se poser et à se dire, ce projet-là, il est important d'un point de vue purement cinématographique, et ça c'est une réflexion que Will Smith a quasiment jamais eu, quoi. C'est un mec très intelligent, Tom Cruise, qui a été longtemps sous-estimé justement là-dessus parce que dans le début de sa carrière il a pas tourné que dans des chefs-d'œuvre. Ah bah non, mais il avait le syndrome John premier, quoi. Ouais, carrément. Mais voilà, il est allé voir Brad Bird, James Mangold, il fallait le sentir qu'il y avait un potentiel dans James Mangold. Ou Macquarie, enfin je veux dire, quand il allait chercher Macquarie, le type, il était scénariste, il avait fait qu'un seul film, mais il a senti que ce type-là pouvait faire quelque chose, quoi. Non, et alors, la filmo, on l'a répété. Putain, il est allé voir Paul Thomas Anderson, quoi. Je veux dire, en tout début de sa carrière. Voilà, exactement. Donc, on a fait quand même l'éloge de Tom Cruise qui joue le méchant, qui joue dans Collateral. Mais alors, quel est ton worst? Quel est le pire moment de Tom Cruise, ton pire Tom Cruise movie? Mon pire Tom Cruise movie, c'est peut-être pas son pire film, entre guillemets, mais c'est celui qui m'exaspère le plus, c'est Oblivion. Oblivion, un espèce de patchwork complètement dégueulasse qui repompe tout ce qu'a fait la science-fiction ces 70 dernières années, que ce soit en littérature, en série, en film, en jeu vidéo. Il n'y a pas un truc de putain d'original dans ce film de merde. Est-ce qu'on est d'accord que Kosinski est quand même très très surévalué? Ah oui, non mais c'est horrible. Enfin, il y a des superbes images de l'Islande. Enfin voilà, il y a la musique de M83 qui a sauvé aussi. Mais en dehors de ça, ce film,
en plus, c'est là où c'est énervant, c'est que déjà, comme dit, c'est une espèce de patchwork qui a ni queue ni tête. Il y a des trucs, quand t'as les espèces de survivants humains à moitié rastage, j'ai repensé à Battlefield Earth avec John Travolta, tellement c'est nul. Non mais c'est vraiment ça, c'est de ce niveau de nul à chiaiserie. Mais aussi, il y a un truc qui m'exaspère dans ce film-là, c'est quand tu regardes le scénario et l'analyse du scénario, c'est le pire de Tom Cruise dans le sens mégalomanie. Alors, oui et non. Alors, je parce que maintenant tu as fait ton la fin du film, c'est quand même ça. C'est quand même Tom Cruise qui se sacrifie pour sauver l'humanité. Et cette humanité, en fait, c'est faire revenir un autre Tom Cruise qui va engrosser sa femme pour repeupler la Terre. Oui, c'est la jeune fille Hello. Je comprends ce que tu veux dire. Je n'avais pas vu Oblivion, mais je viens de m'économiser le regardage. Moi, écoute, moi j'aime Oblivion. Moi j'aime Oblivion et je défendrai un tout petit peu Oblivion pour les mêmes raisons que papa le déteste. C'est parce que justement, il est très important pour comprendre le phénomène Tom Cruise. C'est un moment Tom Cruise est allé au-delà de la mort. Je veux dire, il a joué. Ah oui, littéralement. Enfin, il a joué des gens qui meurent et qui ressuscitent à la fin. Enfin, vraiment, genre, il est allé jusqu'au bout de tout. D'ailleurs, on va en reparler dans Edge of Tomorrow. Mais là, il a rien trouvé de meilleur méchant à Tom Cruise qu'un autre Tom Cruise. Ouais, non, le moment où Tom Cruise se bat contre Tom Cruise, ça vaut 20 années de psychanalyse et 10 années de sciento, quoi. Non, c'est extra, genre, pour moi, en tant que Cruise fan, genre, je me suis dit, ah putain, il se fait plaisir. Ouais, mais aussi, mais si tu regardes aussi, enfin, les doctrines de la scientologie et les films inspirés de la scientologie, Oblivion, c'est aussi un film qui s'inscrit directement dans cette lignée-là. Elle a toute la SF. Presque toute la SF. Non, mais le côté, le Jésus-Christ cloné, incarné par Tom Cruise, au bout d'un moment, c'est trop. Ouais. C'est trop. C'est vraiment la scientologie à fond la caisse. C'est petit Ron Hubbard. Ouais. Donc là, ouais, mais c'est trop, quoi. Moi, écoute, il peut être à la sciento s'il veut. Je regarde. Est-ce qu'on peut sauver la BO d'Oblivion? J'ai dit. Composée par M83, qui peut-être nous écoute. Voilà, on lui fait un bisou. Chaud. Donc oui, j'ai dit, c'est la BO est chouette, etc. Ouais, moi j'aime Oblivion, je précise, j'aime Oblivion. Toi, tu aimes, ouais. Non, mais moi, j'ai pas vu. C'est bien que t'aimes les films de merde, donc c'est pas grave. Je ne pourrais pas trancher. On t'exclut d'After Eight. Bon, et je pense que j'ai tiré au sort, et c'est mon tour. Et donc, c'est à toi. Je vais enchaîner. Et moi, pour moi, le meilleur Tom Cruise movie, que tu m'as volé, salaud. Alors c'est vrai, mais alors j'ai envie de te dire, oui c'est vrai, mais papa m'a volé Collatéral. Donc voilà, c'est. Ah non, mais Magnolia est dans mon top 5 de mes films préférés de ever. Donc. Écoute, voilà. J'espère lui rendre honneur parce que Magnolia est un grand film. Il faut quand même remettre les choses dans son contexte puisque c'est un Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, à l'époque, il est pas encore la gigastar, il a éclos. Mais il sortait de Boogie Nights, mais qui avait un beau succès d'estime. Boogie Nights, il avait 27 piges, je crois. Ouais, en fait, c'était le réel en vogue qui devait confirmer, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait une bonne première impression, on se dit il y a du potentiel, mais il faut qu'il confirme. Et là, confirmation, le mec il sort Magnolia, chef-d'œuvre absolu, quoi. Et là, il fait un film, il fait un film un peu étrange parce que c'est un film choral, mais aucun des personnages vraiment ne se rencontre, ou alors très rarement. En fait, ils ont tous un lien, mais un lien subtil en fait. Et le film dure 3 heures en plus. Enfin, laisse tomber. Et c'est ça qui est intéressant dans la carte de Tom Cruise, puisque Tom Cruise venait, si je me souviens bien, il venait de jouer quelqu'un de très effacé dans Stanley Kubrick. Je crois même qu'il a commencé à travailler sur Magnolia pendant le tournage du Kubrick. Ah bah il a eu le temps, ça durait de 400 jours hein, le tournage de West Shot, donc il avait le temps. Il a fait venir PTA sur le tournage du Kubrick pour lui dire hey, regarde ce qu'on est en train de faire. Et puis évidemment, quand t'es un jeune réalisateur arrivé sur le tournage de Kubrick, tu sais ça doit. Ah, tu m'étonnes. et là PTA lui a donné le scénario et enfin il l'a convaincu d'abord de lui donner quel que soit son prochain film, il lui a dit donne-moi ton scénario. Et du coup, Tom Cruise se retrouve dans un cast choral où il est pas mis en valeur plus que les autres. Il y a John C. Reilly, il y a Julianne Moore, il y a Philip Seymour Hoffman qui est extraordinaire dans ce film. Il y a William H. Macy. Ouais, il y a vraiment, c'est vraiment un cast choral et c'est son Suicide Squad à lui en fait. Hein. C'est son Suicide Squad à lui. Oh la comparaison, salaud. Mais il y a une chose qui est assez grandiose, c'est que Tom Cruise rejoue un peu sa vie, si vous connaissez un peu sa vie, puisque c'est pour ça que je me sens assez proche de ce film.
c'est que il parle de quelqu'un enfin, ça parle beaucoup de la mort. Il y a au moins 2 personnes qui sont atteintes du cancer. Il y en a une qui est en phase terminale. Il y a Tom Cruise qui joue un mec mégalomane, extraverti, qui tout d'un coup revoit son père. Et c'est ce qui est arrivé, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Tom Cruise. C'est que Tom Cruise a été élevé par sa mère, il a pas eu de contact avec son père, et il en a eu juste à la fin. Et il en parle d'ailleurs avec vraiment beaucoup de légèreté et de distance. C'est assez intéressant pour Tom Cruise qui justement ne parle pas trop de lui-même. Et vraiment, c'est un film où tu sens qu'il y a vraiment une part très importante de lui-même dans ce qu'il est en train de jouer, alors que d'habitude c'est pas du tout le cas. Enfin, je veux dire que ce soit dans Valkyrie ou dans Cocktail ou dans Top Gun. Il construit un personnage en fait. Enfin, c'est Dr Tom et Mr. Cruise. Et quel personnage en plus, parce qu'il faut quand même parler de son rôle. Il joue un PEA qui fait des conférences pour des hommes qui sont en manque de, enfin je sais pas, qui sont en manque de confiance en eux. Ouais, il leur apprend à niquer, tu vois. Ouais, voilà, mais séduire et détruire, c'est quand même le nom de son programme. Et le slogan, c'est respecter la queue et dompter la chatte. C'est quand même incroyable. C'est un peu le programme de Trump. De Trump, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais le pire, c'est que tu vois, son personnage qui à l'époque semblait complètement démentiel et démesuré. Enfin, il y a des mecs qui font la même chose et qui existent à l'heure actuelle. Je sais plus que c'était Rouge, je crois, le type qui s'était fait refuser son visa pour venir en Australie faire des conférences du même genre. Enfin, des mecs comme ça existent vraiment. Et à l'époque, on n'en avait pas forcément conscience. Et c'est vrai que le perso de Tom Cruise à l'époque donnait l'impression d'être un truc complètement hallucinant. Mais finalement, alors est-ce que ça existait vraiment et qu'on n'en avait pas connaissance? Je sais pas. Mais c'est un personnage qui, mine de rien, pour Tom Cruise, est quand même assez particulier. Il passe de jeune premier qui séduit les femmes à cette espèce de personnage misogyne dégueulasse, avide de domination, quoi. Oui, puis en plus, un personnage dans l'interprétation, dans l'écriture, qui est détestable à énormément d'égards aussi. Ah oui, complètement. Et dans la logique, enfin tu sais, dans la logique d'un Tom Cruise superstar, etc., c'est assez rare que les acteurs mettent les pièges volontairement dans un personnage qui est d'emblée détestable. Et surtout Tom Cruise. Enfin, Tom Cruise, c'est plutôt sélectif. Mais voilà, c'est ce que tu disais assez justement. C'est l'anti Will Smith, quoi. Will Smith qui a refusé. Voilà, qui a refusé Django, quoi. Enfin, qui a refusé Django parce que c'était pas assez le héros pour lui, quoi. Voilà, c'est. Et alors, et mon worst of. Alors, il y a quand même, il a fait quelques films que je n'aime pas, mais mon worst of pour moi c'est Valkyrie. Parce que Valkyrie c'est quand même un film. Parce que tu n'aimes pas les nazis. Même les gentils nazis, t'aimes pas. C'est un gentil nazi. Même les gentils nazis, tu n'aimes pas les gentils nazis. Il faut expliquer que Valkyrie, c'est l'histoire vraie d'un nazi un peu repenti au dernier moment, du baron von Stauffen. Baron von Stauffen qui décide d'assassiner Hitler. Ouais. C'est les mecs qui ont été les plus proches de réussir à assassiner Hitler au final dans toute l'histoire. Hein. À part Hitler lui-même. Ah bah Hitler, lui, Hitler avait un peu une situation privilégiée pour assassiner Hitler, on va dire. Il était en première loge, ce connard. et donc, j'ai un problème parce que, il y a rien dans ce film qui tient. C'est un film qui est réalisé par Bryan Singer et c'est déjà le Bryan Singer de la fin pour moi. Ah bah c'est déjà le Bryan Singer un peu rien à foutre, quoi. C'est écrit par Macquarie, donc celui qui deviendra son grand poteau de Jack Reacher. Mais vraiment je trouve que ce film ne tient à rien et il y a un truc qui est terrifiant, c'est qu'à la fin et spoiler alerte, cette personne meurt, enfin Tom Cruise meurt puisque évidemment il joue quelqu'un qui va louper l'assassinat de Hitler. Oui, parce qu'à l'époque, quand tu essaies d'assassiner Hitler, c'était mal vu. Moi, je comprends pas bien. Étrangement. Et il tombe par terre et il surjoue même la mort. Et, ah oui. Oh là là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment genre, Tom, t'aurais pu t'en passer, quoi. Mais déjà, il surjouait le coma dans Mission Impossible 3. Et Mission Impossible, c'est de la clownerie. Mais là, c'était vraiment genre, c'est vraiment, j'ai passé un assez mauvais moment dans Valkyrie et ouais, enfin, dans sa filmo, je trouve que c'est un peu la tâche pour moi. Et maintenant qu'on a vu mon top et mon flop, Benjamin François. C'est à moi. Ouais. Alors, moi, vu que je m'étais fait voler Magnolia, j'ai dû chercher un petit peu, et je me suis dit, finalement, je vais rester sur Edge of Tomorrow. Qui est un très bon choix. Très bon choix, ouais. Qui, malgré sa fin, qui est discutable, et je suis pas complètement fan des choix qui ont été faits complètement à la fin, mais ça a pas suffi pour me dégoûter du film. Alors on le rappelle, Edge of Tomorrow, c'est si Un jour sans fin rencontrait Il faut sauver le soldat Ryan, en gros, avec du Starship Troopers au milieu. Enfin, c'est un petit peu un cocktail de plein de choses.
Donc en gros, c'est une histoire d'une espèce de puissance extraterrestre qui attaque l'humanité. Et on a donc le personnage de Tom Cruise, qui à la base n'est pas un soldat, qui est major, mais qui est même un lâche en fait. C'est un RP. C'est un putain de lâche. C'est un putain de lâche en fait. C'est un putain de lâche qui s'occupe de la communication des armées. Le mec n'a jamais été au front. Le gars s'occupe justement de faire de la propagande. Et il se retrouve au front sur un débarquement qui est digne du D-Day où c'est un massacre abominable. Les forces alliées se font défoncer. En gros, c'était un piège. Hein, c'était un traquenard. Les aliens leur ont donné l'impression que c'était open et ils se font déglinguer. Et sauf que Tom Cruise, à chaque fois qu'il meurt, il se réveille la veille du débarquement, et donc il est amené à revivre ce massacre jusqu'à ce que finalement il fasse la rencontre de la Full Metal Bitch Emily Blunt, qui est extraordinaire. Ouais, extrêmement badass hein, quand même. Ah ouais, son personnage est vraiment génial. Et Tom Cruise, de gros pleutre, à force de revivre encore et encore et encore le même jour, finalement il finit par acquérir une certaine expérience au combat. Et ils ont des espèces d'exosquelettes. Alors je me rappelle à l'époque du tournage, quand on voyait les photos, on se disait oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et en fait ça rend vraiment bien. Oh, ça le fait. Ouais, quand tu les vois bouger, c'est autre chose. Hein. Ouais, alors c'est basé sur un roman qui ensuite a donné lieu à un manga, qui ensuite a donné lieu à cette adaptation. Alors c'est une adaptation qui est plus ou moins libre, disons que ça reprend les grandes lignes, mais que ça part sur complètement autre chose. Et Edge of Tomorrow, moi, à chaque fois que je le revois, les premières scènes de débarquement, elles me donnent la chair de poule, tout comme m'avait donné la chair de poule la scène de débarquement du soldat Ryan. Il y a une telle intensité, tu sais qu'ils vont à la boucherie. On va pas te spoiler sur le dernier Super Ciné Battle. Ouais. Ouais, puis il est dedans. Et puis c'est super drôle aussi, enfin les façons. Et c'est bourré d'humour. Les façons dont Tom Cruise meurt. Enfin, moi ma mort préférée du film, c'est quand il essaie de s'échapper et il se fait écraser par le camion. Ah là ça là me fait hurler de rire à chaque fois. Ah mais c'est formidable. Il y a plusieurs morts de Tom Cruise qui sont vraiment très drôles, donc c'est vraiment un film intelligent. Si je puis me permettre, ça en dit encore long sur la vie de Tom Cruise, qui est toujours une espèce de vague répétition où il devient toujours un héros. Mais il devient le meilleur Tom Cruise possible en fait. Ouais, hein? Dans ce film-là, il devient le meilleur Tom Cruise possible, tu vois. C'est ça qui est génial, c'est que les Tom Cruise qui sont pas très bons, ils se font écraser par des bagnoles et puis il progresse. Il devient perfect Tom Cruise jusqu'à la perfection. Qui est la dernière évolution, c'est comme Cell et Freezer. C'est la forme finale de Tom Cruise. Et ça en dit long sur sa filmo. Mais c'est aussi ça prouve que Tom Cruise sait se remettre en question et sait se moquer de lui-même, parce que, et on en reparlera il a appris à le faire, je pense, surtout en fait. Voilà, tu sens bien qu'au début c'était pas forcément son premier réflexe, se moquer de lui-même, mais maintenant il a aucun problème à le faire, et on l'a vu dans Tropic Thunder. Pour moi honnêtement, pas de spoiler, mais j'ai attendu la fin du film pour savoir que c'était Tom Cruise, tu vois. Il y a vraiment des trucs qui sont fous dans sa filmo, et Edge of Tomorrow pour moi est vraiment un film réussi, malgré, alors voilà, petit bémol sur la fin, c'est un petit peu bidon. Tu sais quoi, les derniers tiers, c'est toujours un problème au cinéma. C'est un peu, et pourtant je trouve pas forcément que tout ce qui est l'attaque, justement, ça se déroule à Paris à la fin, c'est pas forcément ça qui me pose le plus de problèmes, parce que tu sens bien qu'il y a une problématique qui est un peu différente, même si c'est moins intéressant, mais la toute fin, ouais, bon là ça juste tient pas debout, donc c'est dommage. Et le worst of, j'ai hésité. Au début, j'avais dit à Daniel, ça va être Jour de tonnerre, mon worst of, parce que Jour de tonnerre, c'est Top Gun avec des voitures en moins intéressant. Oui, alors en fait, comment ça peut être mauvais? C'est génial, attends. Et en fait, t'es pas au courant que nous on aime over the top, toi. Et en plus, malheureusement, je suis au courant, les gars. C'est Top Gun avec des voitures et des filtres orange, donc forcément c'est génial. Mais de toute façon, c'est pas Jour de tonnerre que j'ai choisi. J'ai fini par me dire, non, il y a pire que Jour de tonnerre, il y a Cocktail. Cocktail, c'est quand même l'histoire d'un... Alors, et je l'ai revu en plus pour l'occasion, je me suis quand même forcé à revoir... Non mais j'ai revu Cocktail après Jack Reacher 2 en me disant, il y a quand même des trucs pires que Jack Reacher 2 dans le film de Tom Cruise. C'est quand même donc Tom Cruise qui débarque à la ville, hein, c'est un petit gars de je sais plus quel bled il est, mais bon bref, il arrive à New York et il est un peu en galère pour trouver un job parce que il est complètement il a pas fait d'études, donc il est sous-diplômé si tu veux, donc tous les trucs qu'il essaye de faire il se fait recaler, et il débarque dans un bar où finalement il devient le protégé d'un type qui jongle avec ses verres à cocktail, et ça devient ça son ascension sociale, ça devient un super barman. Mais c'est génial. C'est Coyote Ugly sans des filles. Alors non, parce qu'il y a des filles quand même, il y a des filles mine de rien. Il y a Gina Gershon dans un de ses premiers rôles, où en gros elle se tape Tom Cruise et ensuite elle se tape son mentor, et donc Tom Cruise ça lui fait beau à son petit cœur, et donc du coup il se casse de New York et il part à la Jamaïque, et c'est là que t'entends la fameuse chanson Kokomo des Beach Boys, donc cette célèbre chanson. Et ensuite il rencontre Elizabeth Shue, et ensuite son mentor revient, et son mentor est marié à Kelly Lynch,
qui est, rappelons-le, le love interest de Patrick Swayze dans Roadhouse. Mais quel grand film. Il faut quand même pas oublier ça. La meuf, elle a fait Roadhouse, elle a fait Cocktail derrière, et Oui, ensuite sa carrière a été terminée. C'est la meuf de bar par excellence quand même, un tas de métraques. Ah, Du coup, là... Mais elle a quand même une belle filmo, Kelly Lynch. Et donc Cocktail, mais Cocktail, voilà, enfin ça ne raconte pas grand-chose au final. C'est le type est barman, le type jongle avec des bouteilles, et il y a cette espèce de, en fait, la meuf dont il est tombé amoureux, c'est une super riche de New York, et ses parents voient d'un mauvais œil qu'elle sorte avec un barman. Écoute, je pense que tu le vois avec des yeux d'aujourd'hui, et je ne défendrai pas ce film, mais je pense que tu le vois avec des yeux d'aujourd'hui, et je pense que si t'as 12 ans, à l'époque de sa sortie, c'est ton film culte. Mais si t'as 12 ans à l'époque de sa sortie, tu te dis que la leçon Tu as 40 que t'en tires, aujourd'hui. c'est que quand... déjà, la leçon que t'en tires, c'est que quand t'es beau gosse, tu peux niquer toutes les meufs que tu veux, et puis tu fais une vague excuse à la nana que tu as engrossé parce que tu as des rapports non protégés, puisque c'était encore les 80s, donc à l'époque, Écoute, on s'en foutait un peu. j'ai une tendresse pour tous les films pré-Sciento de Tom Cruise, si tu veux. Ouais, alors si tu veux, on va... Il était pas là, Sciento, à l'époque? Ah je sais non, pas je à pense quelle pas, époque je il pense s'y pas. est mis. Mais bon, bref, C'est Cocktail, fin des ça années reste quand 80, même... je crois. Fin des années 80, début des années 90, un truc comme ça. Ça reste quand même vraiment pas glorieux, Cocktail, donc voilà, ce serait mon worst of. Et on aurait pu dire aussi The Last Samurai, où il joue le mec qui est bourré, mais visiblement il n'a jamais bu d'alcool, et il le joue tellement mal, c'est horrible. Et Edward Zwick, déjà, le Last Samurai. Edward Zwick aussi, on y revient. Ah, tu sais que c'est un des meilleurs box-office qui soit au Japon, The Last Oui, Samurai. ouais, je sais, ouais. Parce qu'ils ont foutu plein d'acteurs japonais, tu sais, c'est comme aujourd'hui, ils font ça avec les Chinois. Et d'ailleurs, vous avez pas remarqué que Jack Reacher 2, super sponsor par les Chinois? Ouais, bah coproduction chinoise, comme ouais, beaucoup c'est de films hollywoodiens. Huahua Company, ou je sais Ouais, pas un quoi. truc comme ça, ouais. Ouais, je l'ai vu. Et dans le prochain, il aura un sidekick chinois, je pense. C'est 2001. Short round en VO. Short round. Oui, on en a parlé dans un After. Et alors, on vous a préparé un bonus, parce qu'on pouvait pas vous quitter comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres films. Et on a préparé plusieurs bonus même. Et c'est juste... Alors, on va garder le même ordre. Papa, quel est ton... c'est pas ton film de Tom Cruise préféré, mais ton Tom Cruise moment. Le moment où il est le meilleur acteur. Voilà, le moment où il est le meilleur acteur. Alors j'en ai eu plein. Et à un moment donné, je m'étais dit Magnolia, mais bon, comme on en a parlé, on en lange en travers, je me suis dit, c'est pas la peine. Moi, le moment Tom Cruise que je retiens, qui m'a vraiment estomaqué à l'époque, bah, c'est Tropic Thunder, on en a parlé juste avant, où en fait il a un rôle vraiment tout petit, hein, il doit apparaître, je sais pas, peut-être 4-5 minutes à l'écran, tout casser. Il a 3 scènes en gros. Il a 3 scènes, mais il est génial, il a les meilleures scènes du film, que je trouve par ailleurs très décevant, mais lui il est génial à chaque moment. Il joue en fait Les Grossman, le producteur du film. Dégueulasse. Et tout est dégueulasse dans ce personnage. C'est déjà, physiquement, il est répugnant, il est ordurier, il respecte personne. Enfin, c'est le type, t'as envie de le claquer, et il le joue avec une telle énergie. C'est formidable, et surtout, c'est la catharsis pour lui. C'est la catharsis pour lui parce que en plus il est pas au générique, il était pas dans la promo. Enfin, genre, c'est Tom Cruise est dans le film, mais personne ne le sait avant que le film sorte. Enfin, tu vois. Déjà, tu te dis, c'est super bizarre pour un type qui a quand même bâti sa carrière entièrement autour du personnage de la superstar Tom Cruise. Il est capable de se déconstruire. Il se déconstruit, et surtout, c'est la réponse à tout son pétage de plomb en 2004-2006, au moment de la guerre des mondes, de Mission Impossible 3, etc., où il avait complètement pété les plombs sur les plateaux télé, et la terre entière se foutait de sa gueule. Ah bah, où il saute sur un canapé quand il est avec Cathy Holmes. Voilà, enfin, tout le monde revoit à peu près, sinon, allez voir Tom Cruise, Cathy Holmes à cette époque-là, et c'est le moment où il a eu le temps de prendre le recul, de fermer sa gueule quelques instants, et il revient en réponse, en fait, parce qu'il se parodie aussi là-dedans. Il a le rôle le plus drôle du film, et tu clôtures le film sur Tom Cruise qui danse avec son gros bide, et c'est hilarant. Enfin voilà, c'est genre le mec qui revient et il claque des bouches, quoi. Voilà, et rien que pour ça, c'est mon Tom Cruise moment préféré, quoi. Alors, écoute, moi à mon tour. Moi, j'allais t'en faire. En fait, je peux t'en faire plein parce qu'il y a des micro-moments. Bah, toujours, oui. Genre, même les punchlines de Cocktail sont rigolotes. Quand j'étais gamin, j'étais fou de Top Gun. Je pense que je sais qu'on va pas en parler sinon, et il serait dommage de pas parler de Jerry Maguire. Parce que Jerry Maguire, le nombre de punchlines qui sont rentrés dans l'histoire du cinéma,
Ah, Ça, le le show me genre the public, money, enfin, c'est- ouais, Ouais, ouais. show me the money, c'est voilà, c'est devenu une punchline. De toute façon, les gens savent même plus d'où ça sort maintenant. Il y a tellement c'est Show devenu me commun. the money et aussi You Complete Me, qui est une phrase que j'ai envie de vous dire à vous deux. You Complete Me. Mais en fait, je pense que mon meilleur Tom Cruise, genre vraiment le moment où je le trouve le plus extraordinaire, il y a Born a 4th of July qui est vraiment extraordinaire et Rain Man. Et Rain Man, pourquoi? C'est parce que tout le monde, si vous vous souvenez, quand Rain Man est sorti, tout le monde faisait oh là là, Dustin Hoffman, Dustin ouais. Hoffman, quel grand talent, il joue l'autiste, c'est vraiment magnifique et tout. Qu'est-ce qu'il est bon, Dustin Hoffman. Mais le problème, c'est que Dustin Hoffman, il jouerait pas aussi bien si Tom Cruise avait pas levé la barre aussi haut de son acting. Il rend son personnage complètement déplaisant quand il le faut, vraiment intéressant, vraiment profond vraiment au bon moment. Pour moi, c'est le meilleur. Sans Tom Cruise, tout l'acting de Dustin Hoffman tombe à l'eau. Et c'est pour ça que je pense que vraiment c'est le rôle où il est le plus sous-estimé, c'est dans Rain Man. Et alors, moi, À toi de jouer, Quix. voilà, comme vous avez déjà cité beaucoup de films de Tom Cruise et qu'il n'en restait pas beaucoup. You Complete moi- Me. Ouais, voilà. Moi, je voulais quand même revenir un peu sur toute la série des Missions Impossibles, qui mine de rien sont des films qui sont construits à la gloire de Tom Cruise. Comme l'a très bien dit Papa un peu plus tôt, Tom Cruise c'est aussi un mec qui sait très bien choisir ses réalisateurs. Et là, pour le premier Mission Impossible, il a pris De Palma qui était dans le creux de la vague. Mais Cruise ne s'efface pas derrière De Palma, mine de rien, dans Mission Impossible. Et alors, je sais pas s'il s'est rendu compte que, mine de rien, De Palma avait pris une partie de sa gloire. Mais pour les Missions Impossibles suivants, les réalisateurs, quels qu'ils soient, et pourtant il choisit des bons réalisateurs. Enfin, je veux dire, bon, John Woo, c'est pas le meilleur John Woo. Mais derrière, il prend J.J. Abrams, qui est lui aussi, Oui, non, pareil, mais en pleine, Ouais, en, il en avait pleine toujours gloire. effectivement le nez d'aller chercher, d'aller chercher quelqu'un qui pouvait avoir un vrai potentiel de metteur en scène. quoi. Exactement. Après, Brad Bird pour le 4, c'était couillu parce que Brad Bird avait jamais fait de vrais films live avant ça. Mais ça reste des films qui sont façonnés, écrits pour Tom Cruise. Limite, je pense qu'il en écrit une bonne partie. Mais Il y a oui, tout- oui, oui. il y a la scène de torse nu réglementaire à chaque fois. Enfin, c'est vraiment les films sont à la gloire de Tom Cruise. Et un truc que j'avais trouvé très bien, justement, j'en parlais plus tôt dans le dernier, dans le 5e, c'est Rebecca Ferguson qui n'est pas qu'un faire-valoir, a un Ouais, vrai ouais. rôle. Elle Et a un vrai qui rôle avec son pourrait- personnage, ouais. Et moi, je te dis, si il est prévu, je crois, qu'elle revienne dans le 6. Ça me surprendrait pas que Cruise crève et que ça devienne elle l'héroïne des suivants. Je trouverais ça couillu. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là. Je ne sais pas si Tom est prêt à ça. Mais Dans le prochain? dans le 6, ouais. Ah, c'est compliqué, hein. Moi, ça me dérangerait pas. Honnêtement, j'ai trouvé que le perso de Rebecca Ferguson était tellement génial que ça me dérangerait pas. Mais voilà. Bien sûr, les mais Missions le problème, Impossibles- c'est que Tom est immortel. Non, mais Tom, ouais, Tom, il va devenir Jim Phelps. Mais tu vois, à l'inverse, Kobe Smulders, je pense que si jamais il doit y avoir un Jack Reacher 3 dans lequel elle est, eh ben, elle se ferait dézinguer au début, comme dans le deuxième Bourne. Ou dans, Oui, dans ouais. le premier Bourne, le personnage de Franka Potente, c'est limite le MacGuffin qui suit Jason Bourne pendant tout le film, et au début du 2, paf, elle se fait buter Ouais, parce qu'en headshot. fait, elle sert à C'est rien. clair. Et ben, Kobe Smulders, je verrais bien exactement le même destin s'il y avait un Jack Reacher 3, tu vois, ça me surprendrait pas du tout. Alors que là, pour Mission Impossible 6, putain, s'ils font ça à Rebecca Ferguson, mais alors là, je boycotte le film, quoi. Mais Et- bon, bref, tout ça pour dire que les Missions Impossibles sont des films dans lesquels qui n'existeraient pas sans Il y a- Tom Cruise. il y a Déjà, boire c'est et à lui qui a manger lancé le là-dedans. truc, Bah, quoi. En plus, pour l'anecdote, faut savoir que Mission Impossible 1, le premier, c'est le premier film où Tom Cruise devient producteur avec sa partenaire de toujours, Paula Wagner. Paula Wagner, ouais. Et c'est vraiment sur ce film-là qu'il a commencé à être l'alpha et l'oméga de sa carrière. Et effectivement, comme tu le dis, du coup, tous les Missions Impossibles viennent ponctuellement pour relancer la machine Tom Cruise. Enfin, c'est vraiment une industrie Alors, voilà. consciente. Et Si il vous- peut tourner dans 2-3 films moyens, c'est pas grave, il y a un Mission Impossible qui arrive. Voilà. quoi. Si ça vous intéresse d'entendre un peu plus sur Mission Impossible, on vous prépare, alors c'est diffusé dans 5 jours, mais on vous prépare un super ciné battle, Mission Impossible, uniquement, et Un pour la mini-sode. peine, un mini-sode, et on invite Tom Quix avec nous. Ouais, Tom Quix. C'est bon ça comme pseudo, ça. Donc, soyez présents dans 5 jours, on continue un peu la conversation cool. C'est spécial, on n'avait pas prévu ça, mais on a décidé de faire ça comme ça. Bon les gars, préparez-vous, c'est l'heure de passer au reco. Vous venez de faire un acte d'une incroyable bravoure. Mais ce qu'il fallait faire, c'était ramener l'avion à bord. Il n'est pas à vous, il est aux contribuables, oui ou non? Vous signez des chèques en blanc et vous n'avez pas de quoi les honorer. On vous a sanctionné, vous avez été cassé 3 fois en tant que chef de patrouille.
puni au sol 2 fois, et à ma demande. Vous avez aussi un passif de 5 passages à très basse altitude au ras des tours de contrôle, et d'une fille d'amiral de surcroît. Benny Benjamin? J'en sais rien. Et vous, tête d'ahuri, vous avez de la chance d'être parmi nous. Très touché. Il ne faut pas rêver, Maverick. Votre nom de famille n'impressionne personne dans l'aéronaval. Ça vous oblige à être mieux et un cran au-dessus des autres. Alors qu'est-ce qui vous motive? J'ai à cœur de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de chasse de la navale. Ne me prenez pas pour une bille, Maverick. D'instinct, vous êtes un superbe pilote. Peut-être même trop doué. Je rêve de vous botter les fesses, mais j'y renonce. D'autant que j'ai un autre problème sur les reins. Il va falloir que j'envoie des éléments de la flottille à Miramar. Je suis tenu de faire quelque chose que et je n'arrive pas à m'y faire. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Je vous envoie vous battre contre les meilleurs. Vous deux, là, les zigotos. Oui, vous allez à Top Gun. Pendant 5 semaines, vous allez vous mesurer au meilleur pilote de chasse du monde. Vous étiez numéro 2, Cougar était numéro 1. Cougar est dégagé, Cougar s'est craché. C'est vous deux en numéro 1. Mais je vous rappelle quand même une chose. Foutez la mer de rien que d'un poil, et je vous affecte sur un avion de fret pour nous ramener des crottes de chiens made in Hong Kong. À vos ordres. Ce sera tout. Vous me parlerez du MiG d'une autre fois. Messieurs, bonne chance quand même. Merci, commandant. Merci. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et là, on a une personne en plus, c'est un invité, donc papa, à toi l'honneur. Quelle est ta recommandation de la semaine? Alors oui, bah quand il fallait chercher une recommandation, je me suis dit je vais essayer de chercher une recommandation liée à Tom Cruise. Et du coup, ma recommandation, ce n'est autre que le film Les Autres de Alejandro Amenábar. Faut savoir qu'Alejandro Amenábar, réalisateur espagnol, qu'est-ce que je raconte moi comme connerie, réalisateur espagnol, Tom Cruise a joué dans un remake d'un de ses films, dans Vanilla Sky. Voilà, c'est le remake de Abra los Oros. Et pour lui rendre un peu à César qui est à César, bah, Tom Cruise a produit le film suivant d'Amenábar, donc il se trouve être Les Autres avec Nicole Kidman, et c'est une histoire de maison hantée, voilà, qui révolutionne pas spécialement le genre, etc., mais qui est quand même plutôt cool parce que bah, déjà Amenábar il sait filmer et il sait poser des ambiances et des trucs un peu chelous, un peu bizarres, donc ça fonctionne plutôt pas mal et voilà, un bon petit film, surtout que voilà, c'est la période d'Halloween, etc. Les Autres, c'est une bonne petite recommandation pour ce genre de choses. Alors que nous, pour la période d'Halloween, on parle simplement de Tom Cruise torse nu dans Jack Reacher 2. Ah bah tu as été bien bref. Écoute, ouais, bravo. Quix, tu as une petite recommandation. Alors moi j'ai une petite recommandation qui n'a rien à voir avec Tom Cruise pour le coup. C'est un petit jeu qui est sorti sur mobile après être sorti sur Steam l'année dernière, qui s'appelle Mini Metro. Et en fait quand j'avais vu les premières images du jeu l'année dernière, je m'étais dit oh là là trop bien. J'avais cherché sur mobile et il n'existait pas et j'avais dit mais comment c'est possible? Et ça y est, le portage mobile est enfin sorti. Donc le but du jeu de Mini Metro, bah, comme son nom l'indique, c'est de dessiner des lignes de métro. Alors ça n'a pas évidemment les mêmes graphismes qu'un City Skylines par exemple. Ça prend le parti de faire des lignes de métro comme sur un plan. Donc comme sur les plans du métro RATP que connaissent les Parisiens par exemple. Vous dessinez vos lignes, il y a les stations qui pop en fait magiquement, hop, comme si les stations sortaient de terre et ensuite il faut les relier. Et c'est plutôt malin parce que les stations ont toute une forme différente et à côté des stations vous voyez des petites formes de couleur noire qui apparaissent et qui sont donc les voyageurs qui veulent aller à telle ou telle station. Alors évidemment les voyageurs qui ont une forme ronde veulent aller dans une station ronde, donc peu importe laquelle, alors ça c'est pas méga réaliste, mais pour le reste ça implique de réussir à gérer, il faut faire de la théorie des graphes pour réussir une partie parfaite. Il faut faire le plus court chemin d'une station à l'autre parce qu'évidemment vos métros ont des capacités limitées, donc peuvent prendre que 6 voyageurs ou alors vous pouvez rajouter un wagon supplémentaire. Il y a des niveaux avec différentes contraintes, par exemple le niveau du Caire, vos wagons ne font que 4 voyageurs au lieu de 6. Il faut gérer les tunnels parce que vos métros sont plus ou moins souterrains, mais il faut des tunnels particuliers pour passer sous l'eau par exemple. Donc c'est vraiment un petit jeu très intelligent, beaucoup plus malin qu'il n'en a l'air, qui est très simple d'accès et qui est très jouable sur téléphone. Moi j'ai joué sur iPhone 6. 5€ sur iOS. Voilà, ça coûte une misère et c'est vraiment très chouette. Alors,
Je peux mettre juste un tout petit... Alors d'habitude, Alors attends, je vais sur la juste reco. dire Ouais, vas-y. le petit détail que je trouve vraiment super, c'est qu'ils ont respecté le code couleur par ville. Donc si vous jouez sur le niveau de Paris, par exemple, votre ligne numéro 1 sera jaune, votre ligne numéro 2 sera bleue, votre ligne 3 sera vert caca, c'est exactement pareil. Et est-ce que ta ligne 13 sera en grève aussi? C'est ça qu'on veut savoir. Malheureusement, ça va pas jusqu'à 13, tu peux avoir, je sais plus, c'est 6 voilà. ou 7 lignes maximum. Ou Ils ont contourné le problème. Alors, voilà, il y a une limite. Moi, j'ai un tout petit bémol à formuler, si tu me permets. Vas-y. Un petit truc, c'est que moi, j'ai joué à un jeu à Mini Metro, je me suis même chopé la version US, mais il y a un truc qui m'énerve énormément dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui a été conçu par des concepteurs de jeux et pas par des gens qui se posent des questions sur le métro. Puisqu'en fait, c'est pas du tout fait. Le métro n'est pas fait en fonction d'une offre et de la demande qui pop-up dans les villes. Le métro est fait parce qu'il y a des liens logiques avec l'architecture et les points d'intérêt de la ville. Et là, le jeu, c'est des stations qui pop tout d'un coup, plop, par magie, et il faut les relier par des lignes. Tu peux le voir comme des points d'intérêt qui pop. Ouais, et alors il y a un truc plus subtil, c'est que le game over arrive quand il y a trop de monde à une station et que ça se sature. Alors que c'est pas du tout ça le métro. Le métro, quand ça sature, il laisse pisser. Ils en ont rien à foutre. Alors, et ça fait pas du tout game over. Le métro, quand ça sature, les gens tombent sur les voies, il y a des dizaines de morts et on se dit il y a peut-être un problème, game over. Non, on va revoir ça du début. Ça fonctionne pas comme ça. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fond, du coup, mais c'est un jeu clairement de concepteurs et pas par de gens qui se posent la question du métro mais par contre, c'est très joli à voir parce que j'adore l'esthétique j'ai une mini fascination pour les plans de métro, en fait. J'adore regarder comment c'est disposé et l'iconographie, les couleurs, et c'est vrai que c'est vraiment un jeu de graphisme, c'est vraiment un jeu de mecs qui se posent des questions de jeux vidéo et pas des questions chouette. Mais pas d'urbanisme. L'approche. Ouais, non, mais tout à fait. Mais là, pour l'urbanisme, si tu veux, toi, il faut que tu joues à Citizen Motion. C'est plus ton truc, je pense. Ouais, ce que tu recherches. Mais là, pour le coup, c'est vraiment tout est dans le graphisme et l'approche, le design, je trouve vraiment chouette. Et tout le concept, moi, j'ai vraiment beaucoup accroché. Donc, sur le fond, je suis d'accord avec toi. C'est un jeu fait pour le jeu. C'est pas un jeu qui vise le réalisme ou quoi que ce soit. Non, c'est pas le but. C'est un jeu de traitement de flux. Et c'est pour ça que je parlais de théorie des graphes. Tous les gens qui ont fait un peu d'informatique et qui ont travaillé sur des algorithmes du plus court chemin sauront de quoi je parle. Voilà, c'est quelque chose qui est plus conceptuel que ça. Et écoutez, c'est le moment où je fais ma reco. Et en fait, je l'ai changé au dernier moment puisque en fait, on a appris hier le décès de Steve Dillon, le dessinateur qui a co-créé Preacher en fait. Et j'espère que vous avez lu. Je crois que tu as lu Preacher, toi. Non, j'ai pas lu Preacher. Oh, merde. Écoute, c'est sur ma file de lecture des trucs qu'il faut que je lise, mais effectivement, je n'ai pas lu Preacher. Et le pauvre dude, il est mort il y a 54 piges. Et c'était un dessinateur qui officiait énormément avec Garth Ennis, qui faisait beaucoup de comics très sérieux, adultes et hardboiled, mais en même temps un peu nawak. Et Preacher était vraiment le fer de lance de cette mouvance. Mais ensuite, il a complètement réinventé Punisher au point d'en être vraiment le dessinateur presque attitré. Et ouais, j'ai vraiment de la peine parce que c'était vraiment un gars. Non seulement c'était un gars bien que j'ai rencontré, il était vraiment très très drôle. On s'est mis à en parler de son œuvre parce qu'il y a eu cette série Preacher qui adapte justement la BD que je trouve justement pas très bonne la série. Moi, je suis plutôt. Il a beaucoup bossé sur Judge Dredd aussi, de ce que je. Ouais, bah, c'est un English. Et ouais, vraiment, on perd un dessinateur très très talentueux, un mec. Et ça se voit dans chacune de ses pages, c'est un mec qui aimait la vie. Et vraiment, je vous engage à lire Preacher. Tout existe, tout est publié en français. C'est une vieille BD. Ça a commencé au milieu des années 90. Et c'est déjà fini. Voilà, il y a rien à jeter. Preacher, c'est une des BD les plus formidables qui soit. Et voilà, j'en profitais pour rendre un hommage à Steve Dillon, que j'adore. Et je trouve que cette année a été vraiment atroce en termes artistiques. Beaucoup d'artistes sont partis, que ce soit de la musique, mais aussi du dessin. On a perdu Darwin Cook. Et vraiment, 2016 est une année un peu pourrie pour ça. 2016 a été violente, ouais. Et il faut célébrer un peu ces artistes en lisant ce qu'ils ont fait, car c'est ça qui les fait vivre. C'est ça qui les fait exister à tout jamais dans nos mémoires. C'est la fin du 24e épisode d'After Eight. Et ouais, 24 déjà. Alors, on va laisser un peu la parole à papa.
Où peut-on te capter sur internet et partout en fait? Bah écoute, sur internet, sur Twitter, @gkpluginbaby, sur Gamecult où j'ai récemment fait un petit test, sur... Test de quoi? Vas-y, balance. Shadow Warrior 2, qui est Où il met il met une meilleure note qu'à Doom, ce qui est inadmissible. Mais je pense que c'est parce que Doom a été sous-noté. Hein, je ne suis pas responsable des erreurs de mes collègues, c'est tout ce que j'ai à déclarer. Voilà, sur... sur non, je suis content, fallait que ça sorte. Chez Third Edition, là, avec le Level Up numéro 4 qui est sorti, à l'heure où vous écouterez Céline, donc MOOC sur le jeu, sur le RPG en général, et moi en particulier je parle de musique et de XCOM dedans, donc que des bonnes choses au programme. Et puis encore sur Sens Critique, et puis voilà, puis dans Super Ciné Battle aussi, n'oublions pas. Eh oui, Super Ciné Battle, c'est... Qu'est-ce que c'est Super Ciné Battle ? Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons la liste ultime du cinéma avec mon compère Daniel Andreev, que vous devez sans doute connaître. Oh, putain, mais j'adore quand c'est pas moi qui le dis pour une fois. Ouais, c'est un pauvre mec, cherche pas. D'accord. Et Benjamin François, et toi? Alors, moi je suis Quix, KWYXZ sur Twitter. Je suis sur les forums de Gamecult. Et dans After Eight, que vous écoutez à l'heure actuelle, c'est pas mal quand même. Hein. T'imagines les gens qui n'écoutent pas After Eight et qui tombent sur ce message? Ça devient un peu méta. Et il paraît que peut-être je serai dans un mini-zode Super Ciné Battle apparaître. Ah oui, c'est vrai, tu es dans le mini-zode dans 5 jours. C'est ton bisutage, ton baptême du feu Super Ciné Battle. C'est vrai que je n'ai jamais été dans Super Ciné Battle jusqu'ici. Ouais. Oh la vache. C'était pas ma guerre. Bon, et toi Daniel, toi on te retrouve partout un peu, toi Daniel. Non, pas partout, tu sais, financièrement ça va pas, mais par contre, quand je suis quelque part, on me voit. Sur Twitter, KAMUIROBOTICS. Vous pouvez aussi me retrouver sur Gamecult, où j'ai un test de Summer Lesson qui est déjà arrivé. Oh là là, on a hâte. Et aussi, j'ai le test de Persona 5. Je devrais plutôt être en train de l'écrire plutôt que en train d'enregistrer avec vous. Ça mais fait pas déjà 3 numéros que tu nous dis que tu es en train de l'écrire, non? Ouais. Non, mais le mec, il préfère tester Summer Lesson au lieu de finir Persona 5, tu vois. Écoutez, les mecs, je préfère être les avec priorités. Vous parce que you complete me. Et bien sûr, Super Ciné Battle et After Eight. La phrase rituelle, c'est que vous pouvez nous retrouver sur After Eight sur le site after8.fr, sur iTunes, sur YouTube. Et merci encore de prendre le temps. Alors évidemment, on vous remercie de faire des petites étoiles sur iTunes parce que ça aide à notre référencement. Mais on vous remercie tout simplement de parler d'After Eight autour de vous, de l'écouter à plusieurs, de faire découvrir ça à vos amis. Parce que ça aussi ça fait vivre le podcast. Tant que vous parlez de ce podcast, que vous faites découvrir à d'autres gens, c'est la meilleure manière de se faire connaître. Nous on fait pas de pub, on a très très peu de budget, mais voilà, ce qui nous fait vivre, c'est que vous nous écoutiez et que vous le fassiez vivre à votre tour. Donc merci encore, et si vous voulez nous faire plaisir, parlez-en autour de vous. Voilà. Et j'ai un petit mot à ajouter. Écoutez l'épisode de Riviera Détente sur les podcasts, car il y a une parodie de After Eight dedans qui est à se pisser dessus de rire. Attends, et là c'est presque du bonus, il faut que j'en parle. J'ai été dans le sud et j'ai rencontré Henri Michel. Alors il est pareil en vrai? Et alors il est pareil en vrai, mais tu sais quoi, on était à table, en plus on a pris de la vodka, et il m'expliquait, il m'a toute une théorie que la vodka c'est la meilleure boisson à podcast. Tu pourras complètement. Vous avez dû bien vous entendre, ouais. et c'est un mec absolument fabuleux, hilarant, et honnêtement je me suis tapé des fous rires comme je m'en tape en écoutant l'émission. Et vraiment j'ai passé un moment génial, et on a déjà hâte qu'on se revoie. J'espère en tout cas qu'il a hâte qu'on se revoie. Bon, en tout cas, je trouve que le mec est vraiment adorable, et en plus tu sais quoi, il a un regard assez fin sur comment les gens sont, et tu vois le sud de la France, tu vois, il connaît ça très très bien, et il est très très lucide, et enfin sur tout ce qu'il y a, et du coup il devient un mec très très drôle même sans vodka, mais bon en même temps là on était un peu chargé, et voilà, écoutez Riviera Détente, le dernier épisode en date, il y a une parodie de After Eight, et je pense que le fait d'être parodié... Et d'autres podcasts, hein, il y a After Eight et d'autres podcasts qui sont parodiés, et toutes les parodies sont extrêmement drôles. Donc je pense que le fait d'être parodié par Riviera Détente, c'est déjà un achievement, déjà level 2 quoi. C'est une consécration peut-être.
Donc on vous remercie beaucoup et on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode. Il ne saurait tarder. Des bisous. Salut. Salut à tous. Donc on commence par Jack Attaigneur 1 et 2 et ensuite on enchaîne avec les Best Wars, c'est ça? Tu veux dire Jack Reacher, tu veux dire? Oui, Jack Attaigneur. Oui, c'est de l'anglais, Daniel. C'est une langue étrangère. Oui, mais Attaigneur, c'est horrible. Donc c'est ça, on fait Jack Attaigneur 1 et 2 parce que c'est l'actu et ensuite on fait le Best Worst. Ouais, on passe vite fait sur Jack Reacher parce qu'on va pas trop... Enfin, on va pas s'éterniser. Y a pas... Non, mais c'est l'actu, il faut quand même... Le problème, c'est Svik, quoi. C'est ça. Svik. Zvik ta mère.